Chaleureusement l'association Source de Vie Toulouse qui nous a invités à participer à cet événement parce que c'est un événement. Et lorsqu'il y a comme ça des personnes, des associations qui créent des espaces d'échange pour discuter autour de ce mystère qu'est la mort, on ne peut que se féliciter d'en faire partie. Qu'on se trouve ici pour exposer son propre témoignage ou qu'on se trouve dans la salle pour entendre des témoignages qui vont certainement, et je l'espère en tout cas, vous apporter une consolation, vous rassurer, et surtout si vous êtes dans une période de deuil ou d'après-deuil. C'est un sujet bien particulier, l'au-delà. Et c'est vrai que même si on est nombreux à être en quête de sens, ça reste encore un peu tabou, un peu borderline, d'imaginer qu'il puisse exister une après-vie. Et pourtant, la réalité qui nous entoure n'est pas la seule qui puisse nous permettre qui permette à notre conscience de s'exprimer. Il y a bien une dimension immatérielle, une autre réalité, où notre conscience peut également trouver une manière d'être. Moi, j'ai fait connaissance avec cette vérité, avec cette réalité augmentée, si on peut dire, le 7 janvier 2013, à 18h20, lorsque j'ai fait connaissance avec la mort. Mon mari connaissait déjà un petit peu cette réalité, mais moi, j'ai été vraiment transportée à l'intérieur de cette dimension, ce moment-là. Le 7 janvier 2013, donc à 18h20, ma fille Circé, qui avait 15 ans à l'époque, a été heurtée par un véhicule en descendant de son bus scolaire et elle a tiré sa révérence à quelques mètres à peine de la maison. Alors, c'est terrible quand on perd un enfant. J'en parle avec le sourire aujourd'hui, mais c'est un sourire de légèreté. C'est pour vous dire que la mort, c'est pas dramatique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on perd un enfant, quand on perd un être cher, un papa, une maman, un conjoint? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour imaginer que la vie vaille la peine d'être continuée encore? Dans quoi on trouve nos forces pour avancer quand même? On peut prendre des antidépresseurs, on peut se jeter à corps perdu dans le travail, on peut se cloîtrer, vivre reclus, on peut transformer notre maison en sanctuaire dédié à la personne qui est partie, on peut aussi décider de ne plus jamais en parler. Qu'est-ce qu'on fait? Mon mari et moi, on n'a pas eu, donc c'est Gérald qui est là, on n'a pas eu à se poser cette question de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que finalement la réponse, c'est Circé, c'est notre fille elle-même qui est venue nous l'apporter. À Gérald, elle lui a apporté confirmation de ce qu'il savait déjà, et moi, elle est venue m'apporter une connaissance, une chose toute bête. Et cette chose-là, c'est de savoir qu'on a une âme, une conscience, appelons-le comme on veut. Et que cette âme, elle vit indépendamment du corps qu'il a abrité pendant toute une existence terrestre. Et quand le corps cesse de fonctionner, cette âme autonome continue son existence d'une autre manière. Alors, vous m'excuserez, je vais consulter mes notes de temps en temps parce que je suis encore un peu novice en matière de conférence. Donc, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc, finalement, ce que Circé est venu m'apprendre, c'est que la mort, ce n'est pas une destination ultime, c'est juste une étape. C'est une transition entre un état matériel de notre être et un état immatériel. Une dimension où les lois de la physique classique ne s'appliquent plus, mais où l'énergie continue à vivre sans le secours de la matière. Alors comment est-ce que j'ai découvert cela? Comment est-ce que je suis entrée dans cette dimension? C'est ce que je vais vous raconter maintenant. En fait, c'est parce que des tas de petits riens à la fois anodins et extraordinaires, donc je fais bien la séparation entre les deux termes, en dehors de l'ordinaire, ont commencé à se produire et que ces petits riens ont vraiment réveillé ma conscience endormie et ont transformé ma façon de considérer
le monde, de considérer la vie. Donc en fait, Circé, donc, elle a eu son accident le soir, en fin d'après-midi. Et en réalité, elle est décédée pratiquement sur l'impact, mais ça, on ne le savait pas à ce moment-là. Donc elle a été transportée à l'hôpital à Rangueil. Et lorsqu'on nous a enfin autorisé à entrer dans ce terrible service de déchocage, comme ils les appellent ça, aux alentours de minuit, bon, elle était branchée de toutes parts et notamment elle était reliée à un électroencéphalogramme. Et moi je n'ai pas vu que le tracé sur cet électroencéphalogramme était complètement plat. Et lorsque Gérald l'a remarqué, lui, et donc nous nous sommes approchés, et Gérald a serré la main de Circé de toutes ses forces, et à ce moment-là, il s'est produit un petit phénomène, c'est-à-dire que ce tracé qui était définitivement plat, il y a eu un pic intense, éphémère, mais je pense que c'était vraiment la toute première manifestation de Circé, qui nous disait « Vous inquiétez pas, je suis toujours par là ». Donc 2 heures plus tard, on nous a conduits dans un petit hôtel attenant à l'hôpital, où on nous a demandé d'attendre. On devait attendre jusqu'au lendemain 8 heures pour pouvoir retourner près d'elle. Et donc, bon, bien sûr, nous n'avons pas dormi de la nuit, et j'avais notamment en tête des idées sombres, enfin des images qui n'arrêtaient pas de tourner en boucle, je n'arrivais pas à penser à autre chose. Le brouillard, les pompiers, la sirène des gyrophares, enfin plein de détails sombres, et ça tournait en boucle, ça tournait en boucle. Et sur le coup de 7 heures du matin, je me suis assise sur le lit, et j'ai fermé les yeux 3 secondes. Et dans ces 3 secondes, j'ai vécu un moment inoubliable. C'est-à-dire que tout d'un coup, toutes ces images-là qui n'avaient cessé de défiler dans mon esprit depuis des heures et des heures, ça s'est stoppé net. Et à la place, j'ai eu une vision. J'ai vu Circé qui marchait dans un champ de fleurs magnifique. Il y avait un ciel bleu magnifique. Il y avait le soleil, c'était magnifique. Une colline au fond, magnifique. Et Circé s'en allait tout doucement dans ce champ de fleurs. Je ne la voyais pas parce qu'elle s'en allait. Et avec sa main gauche, elle caressait les pétales de fleurs. Et j'ai senti à quel point elle était bien. Vraiment. J'ai senti une sérénité, du bonheur même. Et moi-même, je me sentais bien à cet instant-là. Donc, 3 secondes, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit à Gérald, je viens de voir Circé dans un champ de fleurs. Et sur le moment, en fait, je n'ai pas compris parce que je ne savais pas encore ce que je sais aujourd'hui. Mais vraiment, ce qui se passait là, c'était qu'il y avait eu une véritable connexion entre nos 2 esprits et qu'elle m'envoyait sous la forme de ces images que je pouvais comprendre un message pour me dire « Maman, t'en fais pas, je m'en vais, mais regarde, je m'en vais dans un endroit merveilleux et j'y vais y être très bien. » Donc quelques heures plus tard, on nous a annoncé son décès de manière officielle. Et pendant les premiers jours qui ont suivi son décès, bon, j'étais anéantie. Gérald essayait de me dire, tu sais, peut-être que l'âme de Circé n'est pas morte, peut-être qu'il y a quelque chose, parce que il y a des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, qui racontent de drôles de choses quand même, d'aventures qu'ils ont vécues en état de mort clinique, mais moi je ne voulais pas l'écouter. Je ne voulais pas l'écouter, je restais terrée dans ma douleur. Et puis, le 11 janvier, le jour de l'enterrement de Circé, j'avais une amie qui était là présente. Et avec cette amie, on avait déjà discuté de phénomènes étranges. Alors, elle me racontait que dans sa maison, il y avait une entité bienveillante, mais qu'elle voyait de temps en temps. Et moi, à l'époque, j'écoutais ça d'une oreille amusée, parce que je n'y croyais pas. Et là, elle est venue et elle m'a pris la main et elle m'a dit « J'ai vu Circé cette nuit, elle va très bien et elle te dit que tu dois te tourner vers les vivants. » Et là, c'est là où j'ai vraiment commencé à me poser la question. Il y a une porte qui s'est entrouverte à ce moment-là. Parce que je me suis dit « Mais quand même, c'est vrai, Circé est décédée. Mais à aucun moment tu ne penses à elle allongée dans un cercueil ou sous une plaque de marbre froid. Chaque fois, la sensation que tu as, c'est qu'elle est légèrement là, au-dessus de ton épaule gauche, en train de sourire. Et puis,
depuis que Circé est décédée. Toutes les nuits, elle vient te voir en rêve, je me disais. Et elle vient me voir et je la vois lumineuse, mais vraiment resplendissante, heureuse. Et à chaque fois dans ses rêves, je me disais, je sais qu'elle est décédée, c'est comme si elle me faisait une visite. Et vraiment, c'est là où la porte s'est entrouverte pour moi. Le lendemain, le 12 janvier, donc, je me suis réveillée en pleine nuit et j'avais les oreilles qui sifflaient et la sensation que quelqu'un me serrait très fort dans ses bras. Et j'ai entendu la voix de Circé, mais à l'intérieur de moi, me dire « Maman, tu n'es pas encore tout à fait prête ». Puis, le surlendemain, je vais au cimetière et il n'y avait pas un souffle de vent ce jour-là, pas un souffle. Hein. Et puis tout d'un coup, j'ai vraiment eu cette sensation que Circé était près de moi. Je l'ai ressenti physiquement. Alors j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit mais Circé, mais tu es là. Et alors à ce moment précis, et c'est là toute la magie de ces instants, un souffle d'air tiède, une brise tiède m'a enveloppée comme une couverture. Et je me suis sentie mais bien comme jamais. Le lendemain, Gérald a vécu une expérience un petit peu similaire, hein, si tu veux bien raconter. Ben, j'étais en train d'essayer de dormir dans la chambre, j'étais assis et je regardais le mur en face et il y a une boule de lumière, pas plus gros qu'une balle de tennis, qui s'est présentée en moi et une espèce de rayon qui est venu, qui m'a tapé là et ça m'a fait une espèce de bonheur mais intense, une sensation d'amour universel. Et pendant 3-4 jours, il suffisait que je repense à ça pour ressentir vraiment tout ce bonheur. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ça peut paraître anodin, on peut penser que je rêvais, en tout cas j'ai eu cette sensation-là, que ce soit un rêve ou la réalité, c'était bien présent. Et puis le 17 janvier, donc 6 jours après l'enterrement de Circé, Gérald était devant sa tombe, et puis lui qui savait qu'il y avait quelque chose après, a fermé les yeux et il a prié. Il a demandé à Circé, envoie-moi un signe, envoie-moi un signe, envoie-moi un signe. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, sur le bouquet de roses blanches qui se trouvait devant lui, venait de se poser un papillon. Alors on était le 17 janvier, il faisait froid, et je ne sais où ce papillon a trouvé la force a puisé la force pour se déplacer jusque-là, mais il s'est bien posé sur une rose devant un papa très triste qui demandait un signe. Et donc c'était vraiment comme une réponse de Circé, comme pour dire « Ok papa, t'inquiète pas, regarde ce que je suis devenue. Je suis libérée de mes chaînes à présent. Je suis comme ce papillon. » Et donc c'est vraiment là où j'ai accepté la vérité. C'était que mes vérités d'autrefois n'étaient pas les bonnes. J'ai accepté la vérité qu'il y avait une après-vie. J'ai accepté la vérité que quand on est de l'autre côté, on peut continuer à communiquer avec ceux qui sont restés en bas. Et plusieurs phénomènes concomitants ont commencé à se produire et qui m'ont vraiment convaincue de cette nouvelle réalité. Donc il y a eu les signes qui ont commencé à se produire quotidiennement, c'est-à-dire jour après jour, vraiment. Pendant presque un an, c'était jour après jour. Ensuite, ça s'est un petit peu espacé. Et puis, il y a eu des messages que j'ai reçus lorsque je me trouve en état modifié de conscience. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je rêve, lorsque je suis en méditation ou lorsque je suis en écriture inspirée. Donc, je vais commencer par les signes. Le tout premier signe a été ce papillon sur la rose. Et je crois que le papillon exerce une sorte de fascination admirative sur l'être humain, peut-être parce que cette chenille qu'il a été porte en elle le germe de sa propre transformation. Et c'est vrai que c'est un symbole par excellence de résurrection et de renaissance, le papillon. Enfin, toujours est-il qu'à partir de ce 17 janvier, des tas de papillons ont fait irruption dans notre quotidien, tous les jours, sous toutes formes. Alors, à la télé, des chansons, des objets, des vrais papillons qui se posaient dans des endroits incongrus. Et ça n'a pas arrêté, ça a été un défilé constant. Si bien que le papillon est devenu vraiment un code entre Circé et nous.
Par exemple, donc, le lendemain du papillon de Gérald, j'arrive au bureau et une collègue m'avait fabriqué un petit objet qu'elle avait déposé sur mon bureau avec un petit bout de papier et un trombone. Elle m'avait fabriqué un papillon. Le lendemain, un professeur d'art plastique qui passe, parce que je travaille dans un lycée, et qui m'offre un dessin qu'il avait fait. Et sur ce dessin, il avait représenté Circé sous la forme d'un papillon. Le lendemain, je rêve de Circé qui vient me dire « Maman, t'en fais pas, je suis pas toute seule là-haut, je suis avec Viola. » Et Viola, moi, je connaissais personne de ce prénom, Gérald non plus, donc j'ai cherché sur Internet. Viola, c'est le nom d'un papillon. Je fais un autre rêve où elle m'invite à aller chercher dans ses affaires de classe de l'année 2003. C'est-à-dire, elle était toute petite à l'époque, elle était en maternelle. Et je suis un peu maniaque, je classe les affaires d'école dans des bacs par année. Et donc, je suis allée chercher dans le bac 2003 en me disant, je vais trouver quelque chose là-dedans. Donc, j'ai cherché, mais je rien trouvé de significatif. Et puis au moment de refermer le couvercle, oui, je vois une petite carte postale là qui dépassait, je tire dessus et je vois que c'était la dernière carte d'anniversaire de Circé qu'elle avait eue pour ses 15 ans, qui avait été offerte par sa mamie. Et bien sûr, l'illustration de cette carte était un papillon. Alors je ne sais pas comment cette carte d'anniversaire s'est retrouvée dans le bac des affaires 2003, mais en tout cas, elle y était. Voilà, et c'était tous les jours comme ça. Et des papillons, on continue à en recevoir maintenant de manière régulière. Par exemple, l'autre jour, avant-hier, c'était l'anniversaire de Circé. On est allé dans un magasin pour acheter des bougies, un petit objet décoratif. Et à l'intérieur de ce magasin, il y avait un papillon qui s'est mis à voler au-dessus de nous. Un très joli papillon. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de papillons, ce n'est pas qu'à nous que ça arrive. Ça arrive aussi à nos proches, à nos amis. Par exemple, on avait une amie au travail à qui on avait raconté cette histoire de papillon, parce qu'au début on n'en parlait pas trop, hein, c'est quand même assez bizarre. Donc on n'ose pas trop en parler de peur de passer pour dingue. Et donc on en avait quand même parlé à une amie, et elle nous avait dit ouais, mais c'est pas juste parce que vous recevez des papillons, moi mes parents ils sont décédés tous les deux et ils m'envoient jamais de signes. Alors on lui avait dit, mais écoute, d'abord si tu veux recevoir un signe, peut-être tu devrais me demander. Ne te focalise pas là-dessus, ne sois pas à la recherche de signes, mais tu peux demander. Et donc ce soir-là, cette amie devait planter un arbuste dans son jardin, donc elle a choisi un endroit parfaitement au hasard dans son jardin. Elle a creusé un trou, et puis au fond de ce trou, elle a trouvé un petit bout de plastique orange. Donc elle l'a pris. Elle l'a gratté comme ça, et bien c'était un petit papillon en fait. Donc elle a eu son papillon après l'avoir demandé. Ou j'ai ma nièce aussi qui avait acheté un véhicule d'occasion, et donc elle monte côté passager. Ça faisait 4 ou 5 mois qu'elle avait ce véhicule. Elle monte côté passager, elle baisse le pare-soleil, et puis elle voit un petit papier qui était bloqué dans le pare-soleil. Donc elle se dit, tiens, c'est quoi ce truc? Donc elle va pour le retirer, mais c'était vraiment collé parce que ça devait être là depuis fort longtemps. Et ça appartenait sans doute à l'ancien propriétaire, donc elle a réussi quand même à l'extirper. Et puis c'était juste un morceau de papier blanc plié en deux. Donc elle ouvre le papier et dedans il y avait juste un mot écrit, un mot dactylographié. Et ce mot c'était papillon. Voilà. Et comme ça, sans arrêt, des histoires de papillons nous arrivent très 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 souvent. En fait, mais pour moi, le papillon le plus magique que j'ai eu, c'est un papillon qui est venu à une jeune fille de 16 ans, qui s'appelle Héloïse. Alors, Héloïse Dupont. Dupont n'est pas son vrai nom, mais bon, pour respecter son anonymat, je vais l'appeler Héloïse Dupont. C'est la toute première lectrice qui m'a fait un retour sur le livre Les signes de l'après-vie. Et donc, je vous lis juste ce qu'elle m'avait écrit. Mon désir de vous envoyer un message vient du fait qu'on a quelque chose en commun, ce chiffre 8. Je suis née le 8 janvier, me dit-elle, alors que Circé est décédée le 8 janvier. Ma meilleure amie est née le 8 octobre, Circé est née le 8 octobre. Il y a quelques jours, j'étais dans un village et un papillon m'a permis de s'approcher de lui. Je l'ai pris en photo et je vous envoie la photo. Et grâce à votre livre, sur lequel je suis tombée par hasard quelques jours après, ce papillon a pris un sens. C'était peut-être Circé qui m'apportait un message, celui que j'allais connaître son histoire, et que je lirais ce livre avec beaucoup d'émotion.
Et ce papillon dont elle nous a envoyé la photo, eh bien, c'est un Brinthesia circé. Parce que voilà, il existe un papillon qui porte le nom de Circé, le Brinthesia circé. Et c'était précisément celui-là qu'elle avait rencontré quelques jours avant de tomber sur le bouquin. L'histoire ne s'arrête pas là. Héloïse Dupont, j'ai eu envie de mettre un visage sur son nom. Je me suis dit, peut-être qu'elle ressemble à Circé. Alors j'ai tapé son nom sur Google. Et le premier site sur lequel son nom apparaissait, en fait, ce n'était pas elle, c'était une homonyme, une autre, Héloïse Dupont. Mais j'ai cliqué quand même dessus, parce que je me suis dit, tiens, après tout. J'ai cliqué dessus, et c'était la fiche professionnelle donc d'une autre Héloïse Dupont, une dame de 30 ans, qui était ingénieure et qui travaillait dans une entreprise qui s'appelle Circé Studia. Et là, je me suis dit, c'est génial. Mais vous allez avoir les signes, ils se manifestent aussi, ça peut être aussi des cœurs par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent des cœurs, soit des cailloux en forme de cœur, ou bien des nuages, ou des choses comme ça, ou même une feuille. Et accordez-vous la liberté de croire en ces signes-là, parce que ça en sont. Nous, on a eu beaucoup de signes à travers les cœurs aussi. Par exemple, je me rappelle d'une fête des mères où j'avais dit à Circé, donc elle était décédée, hein, je lui avais dit, bon Circé, je sais que là-haut t'es pas mal occupée, donc pour la fête des mères, c'est pas grave, t'occupe pas de moi, si j'ai pas de signe, c'est pas grave. Et puis elle m'a écoutée, elle m'a pas envoyé de signe. Mais le lendemain matin, j'étais quand même un peu tristounette. Et j'ai dit, écoute Circé, je regrette de pas t'avoir demandé un signe hier, alors si tu veux, tu peux me l'envoyer ce matin. Et quand je suis partie au travail, je pose ma voiture sur le parking et en descendant, j'entends cette voix que j'entends régulièrement qui m'a dit « Regarde par terre, maman ». Donc j'ai regardé par terre et à mes pieds, il y avait un cœur, un joli petit cœur en fer blanc, sans aucune valeur, mais pour moi, ça avait une valeur inestimable. Donc faites-vous confiance si vous demandez un signe et que vous recevez un cœur. Vraiment, c'est que quelque part, c'est soit l'univers, ou peu importe, ou une personne proche, décédée, qui vous envoie ce signe-là pour vous dire « Vous êtes aimé, je vous aime, vous êtes digne d'être aimé. » Donc, faites-vous cette confiance-là. C'est pas... comment dire, le jugement des autres, finalement, quelque part, il n'est pas si important. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez, vous, lorsque vous tombez sur ces signes-là. Ça peut être aussi des plumes. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui reçoivent des plumes, par exemple à des moments particuliers, ou une plume qui est dans un endroit vraiment incongru. Quand mon frère Antoine est décédé il y a 3 ans de ça, il est décédé des suites d'une maladie. Donc une semaine avant son décès, il était à l'hôpital, et il m'a dit, tu sais, quand je serai de l'autre côté, je t'enverrai des signaux. Et je lui ai dit, ok Antoine, je lui ai dit, tu m'enverras une plume. Et puis, une semaine après, il est décédé. Et peut-être 3 ou 4 semaines après, un beau matin, je marchais, et tout d'un coup, j'ai levé les yeux au ciel, et j'ai dit, mais Antoine, et cette plume que tu m'avais promise, elle est où? Et à ce moment-là, j'ai vu arriver un oiseau, un petit oiseau, qui est venu se poser sur la branche de l'arbre au-dessous duquel j'étais. Il s'est posé. Et j'ai vu que cet oiseau portait une petite plume dans son bec. Ah, j'ai trouvé ça génial. Et alors, ce qui est encore plus génial, c'est qu'il a ouvert son bec et que cette petite plume, elle a virevolté jusqu'à mes pieds. Et là, vraiment, quand ce genre de choses arrive, vous avez vraiment cette sensation que quelqu'un de l'autre côté a entendu votre prière et répond à votre demande. J'ai oublié je voulais faire intervenir Gérald pour une histoire de cœur. Je reviens un petit peu en arrière parce que c'est un cœur aussi un peu magique qu'il a reçu. Tu peux raconter l'histoire du cœur? Oui, bien sûr. En fait, il faut pas hésiter à demander des signes. Je vais souvent me promener sur une montagne où j'allais avec ma fille. Et cette fois-là, en montant, j'ai demandé à avoir un signe d'elle. Mais pas les papillons, parce que chaque fois que je vais sur cette montagne, je suis entouré de papillons qui se posent souvent sur moi, donc je ne pouvais pas considérer ça comme un signe. Alors je lui ai demandé, envoie-moi un petit cœur. Donc tout en montant, et je regardais dans le sentier, évidemment, le seul truc où je pouvais voir un cœur en montagne, je me disais, je vais trouver un caillou en forme de cœur. Et je monte jusqu'au sommet, et là c'est dans le brouillard, la brume, j'ai pas eu mon petit cœur.
Bon, je m'assieds pour manger, c'est le brouillard, j'entends au loin tous les moutons, les cloches de moutons. Et tout d'un coup, j'entends une cloche qui se rapproche. Et devant moi, dans la brume, j'avais pris une photo, je ne voyais même pas mes pieds. La brume s'écarte un petit peu. Il y a un mouton qui passe, qui ne me voit pas, qui s'arrête. Et le marquage du mouton, c'était un cœur vert comme ça, en tatouage. Je ne sais pas si on appelle ça un tatouage ou un marquage. Il s'arrête juste là, 2-3 secondes, sans me regarder, puis il s'en va, et la brume se referme. Voilà. Moi, je pense ça comme ça. Pour moi, c'est un signe. À vous de juger. Tu as demandé un cœur, tu l'as vu. Les chansons aussi sont importantes. Vous recevrez des messages à travers des chansons. Pour nous, pour Circé, ce sont 2 chansons en particulier. Une chanson d'Adèle qu'elle écoutait en boucle sur ces derniers jours, et puis la chanson Alléluia interprétée par Jeff Buckley que nous avons passée le jour de son enterrement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 chansons, on ne les entend pas tous les 4 matins à la radio. On doit les entendre peut-être, on va dire 3 fois par an, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaque fois à des moments bien spécifiques. Par exemple, à une date anniversaire, ou bien si on vient d'émettre vraiment une demande particulière, ou lorsqu'on se trouve dans un état émotionnel qui fait que, à ce moment-là, on a vraiment besoin. Par exemple, je me souviens d'un matin où j'étais allée nettoyer la tombe de Circé, à fond, donc tous ces petits objets et tout ça. Et j'avais passé 1h30 à nettoyer. Et puis quand je suis remontée dans ma voiture, j'ai parlé à Circé, je lui ai dit, bon, je sais que c'est pas bien important tout ça, tu es partout sauf là, de toute manière. Mais bon, ça me fait plaisir que ce soit tout bien propre, tout joli, sous le petit soleil du matin. Alors, dis-moi, est-ce que ça te fait plaisir quand même? J'allume la radio et tu me réponds? Et là, j'allume la radio et c'était Alléluia qui commençait. Et Alléluia, je ne l'avais pas entendu depuis peut-être 6 ou 7 mois. Donc voilà, faites-vous aussi cette confiance-là par rapport à des chansons qu'aimaient vos proches partis de l'autre côté. Ils peuvent vous apporter des réponses avec. Ou même de manière générale, si vous vous posez des questions sur certaines choses, vous pouvez trouver des réponses à des chansons qui passent à ce moment-là. Donc ça, tous ces signes-là, là je ne vous parle que de choses finalement qui sont un petit peu anodines, on va dire, hein, qu'on pourrait très bien qualifier de coïncidence, hein, je ne le nie pas, mais ce sont des coïncidences qui ont vraiment une saveur particulière, hein, si vous voulez, parce qu'elles arrivent toujours à point nommé. Donc c'est ça qui en fait la magie. Mais il y a eu d'autres événements beaucoup plus étranges, on va dire, des objets qui sont réapparus alors qu'on les avait perdus et qui sont réapparus à des moments ou à des endroits vraiment absolument... c'est comme s'ils y avaient été déposés. Par exemple, Gérald portait au doigt une petite bague qu'il avait perdue, une bague qui appartenait à Circé, et impossible de la retrouver. Et Gérald, tous les jours, il fait du yoga. Tous les matins, il fait son petit yoga. Donc pour ça, il pose un tapis sur le sol, il fait son yoga, après il secoue le tapis, il enroule le tapis, il le pose sur son étagère. Et il fait ça depuis des années. Et un petit matin, donc, quelques mois après la disparition de cette bague, il fait son yoga, il secoue le tapis, il enroule le tapis, il pose le tapis. Et 5 minutes après, il revient dans la pièce et là, il voit la bague qu'il avait perdue, qui avait été déposée, il n'y a pas d'autre mot, déposée sur le tapis qu'il venait d'enrouler. Et dans la maison, ce jour-là, il n'y avait que lui et moi. Ce n'est pas lui qui l'a fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait non plus. Donc voilà, mystère et boule de gomme, comme dirait l'autre, mais en tout cas, c'était là. Et il y a eu d'autres occasions vraiment où des objets ont réapparu, notamment une alliance qui est réapparue dans un endroit absolument incongru aussi, et qui est réapparue un soir où j'étais un petit peu de mauvaise humeur, on va dire, et j'avais envoyé paître Gérald. Et puis voilà, et ce soir-là, il a retrouvé la bague dans un endroit où qu'il ouvrait, qu'il fermait tous les jours, une petite boîte où il met ses cônes d'encens. Et elle était là, posée, quoi. Et il est venu me dire, tiens, regarde ce que j'ai retrouvé. J'ai dit, oh là là, c'est Circé, ça. Et bon, voilà. Donc, tout ça, c'est les signes, c'est une chose. Mais ensuite, il y a
Parce que je dis il y a eu, mais au début il y en avait beaucoup, maintenant il y en a un petit peu moins, mais ils existent toujours, ces messages, les messages que je reçois lorsque je me trouve en état modifié de conscience. Lorsque je rêve, lorsque je médite ou lorsque j'écris. Je vais commencer par les messages que je reçois lorsque je rêve. Donc au début, lorsque je rêvais de Circé, c'était des rêves classiques, c'est-à-dire, bon voilà, je suis en train de rêver, puis tout d'un coup je vois arriver Circé, toujours souriante, toujours heureuse et lumineuse. Comment tu vas? Je vais bien, super. Voilà. Avec toujours cette conscience, à l'intérieur de mon rêve, cette conscience qu'elle est décédée. Ce qui fait que lorsque je me réveille, je ne suis pas déçue, comme si je venais de vivre un moment voilà, perdu. Non, c'était au contraire un moment de retrouvailles. Et puis très vite, j'ai commencé à faire des rêves d'une nature particulière, ce que l'on appelle les rêves lucides. C'est pas un truc ésotérique, hein, pour le coup, c'est le rêve lucide, c'est une expérience de rêve, en fait, au cours de laquelle votre conscience se réveille à l'intérieur de votre rêve. C'est-à-dire que votre corps est endormi, vous êtes endormi, mais tout d'un coup, vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver. Et prenant conscience que vous êtes en train de rêver, vous pouvez interagir à l'intérieur de votre rêve. Vous pouvez décider de faire certaines choses. Lisez des trucs sur les rêves lucides, vous verrez, c'est passionnant. Et donc, lorsque j'ai compris que j'avais un accès à mes rêves, je me suis dit, à travers ça, je peux sans doute atteindre une autre dimension qui est, on va dire, allez, la dimension spirituelle, la dimension des esprits. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, au premier rêve suivant lucide que j'ai fait, donc je me suis réveillée à l'intérieur de mon rêve. Ah, ok, là je suis en train de rêver. Ok, je vais faire venir Circé, je vais appeler Circé. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle est venue à ma rencontre. C'est comme si j'étais rentrée dans une dimension qui n'est plus la dimension de notre vie éveillée, mais qui n'est plus non plus la dimension du rêve. C'est un autre espace où on peut rencontrer des gens qui sont de l'autre côté. Et donc Circé est venue à ma rencontre. Et alors ce qui est génial, c'est que les contacts physiques, ils sont hyper réalistes en fait. Ils sont même plus réalistes que ce qu'on vit dans nos moments éveillés. Je serrais Circé très fort dans mes bras et je ressentais vraiment cela. Et donc Circé me parle au cours de ses rêves lucides, elle me raconte des choses. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que j'ai eu la confirmation de ce qu'elle me disait parce qu'ensuite, dans ma vie éveillée, ça se produit. C'est-à-dire, elle me dit quelque chose et une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, j'ai la confirmation de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a montré, par exemple, une fois, elle est apparue, je l'ai fait venir dans un rêve lucide, et elle portait au cou un bijou que je ne lui connaissais pas. C'était une petite chaînette avec 2 cœurs entrelacés. Et tout en parlant, je me disais, mais c'est bizarre, je ne connais pas ce bijou. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit à Gérald, écoute, il y a une histoire avec un bijou comme ça, il va falloir être vigilant parce que là, il y a quelque chose. Et effectivement, 1 semaine après, Gérald a trouvé, dans un endroit où il attendait notre fils, un bijou qu'il m'a ramené à la maison, il me l'a mis dans la main comme ça, il m'a dit, regarde pas. Alors, il m'a mis le bijou dans la main, il m'a dit, ouvre ta main maintenant. Et j'ai ouvert la main, et c'était exactement le bijou que j'avais vu au cours du rêve lucide, au cou de Circé. Donc cette petite chaînette avec les 2 cœurs entrelacés. Alors, c'était un bijou sans aucune valeur, mais encore une fois, pour moi, ça avait une valeur inestimable. Donc ça, c'est le rêve lucide, c'est une pratique qui est très intéressante parce qu'elle peut vous permettre aussi d'affronter vos peurs, par exemple. Si vous avez peur de quelque chose, vivez-le en rêve lucide, parce que vous savez que comme vous êtes en rêve, vous ne risquez rien, et du coup, ça peut vous aider peut-être à trouver des solutions pour votre vie éveillée ensuite. Il y a aussi donc la méditation, au cours de la méditation, où je rencontre Circé, où je rencontre d'autres personnes qui sont décédées depuis. Alors la méditation, pour moi, ça ne pose pas de difficulté particulière, c'est-à-dire que j'ai une facilité lorsque je ferme les yeux, que je me concentre sur la petite lumière qui clignote là devant mes yeux, qui est souvent de couleur violette ou turquoise, ça dépend. Je suis coupée vraiment de ma réalité. Il n'y a aucune pensée qui vient interférer sur la liste des courses ou sur un problème au boulot, non, tout ça disparaît. Et par contre,
au bout d'un certain temps, j'ai des images qui viennent. C'est des images qui n'ont rien à voir avec ma réalité. Ce sont des images, peut-être sans doute tirées de l'inconscient collectif, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vois des choses, on va dire. Et au cours de ces méditations, donc, j'ai rencontré Circé à plusieurs reprises. Et une fois, par exemple, je me souviens, c'était une méditation guidée. Donc, il y avait une dame qui nous disait, voilà, vous avancez sur un chemin, vous rencontrez ci, vous voyez cela. Et vous allez vers une montgolfière. Et quand je suis arrivée sur cette montgolfière, j'ai vu que Circé était à l'intérieur. Elle était installée déjà dans la nacelle. Alors, je suis montée avec elle. Et là, j'ai oublié la voix de la dame, c'était fini, je n'entendais plus. Je suis partie avec Circé en montgolfière. Et ce jour-là, au cours de ce trajet, elle m'a dit un truc que je n'arrive pas à appliquer tous les jours, malheureusement. Mais pourtant, qu'est-ce qu'elle a raison? Elle m'a dit, maman, ne prends pas les choses au sérieux. Et bien souvent, j'ai du mal. Mais bon. Et donc, à un moment donné du trajet, elle m'a offert quelque chose. Elle m'a dit, tiens. Et c'était un petit sachet noir, et à l'intérieur, il y avait une perle de culture. Et je lui ai dit, tu m'offres un bijou, Circé? Oui, maman, tu vas le trouver. Tu vas la trouver. Ok. Et donc ça se passait le 1er décembre. Le 1er décembre, c'était. Et puis le temps passe, les jours passent, et je ne trouvais pas de perle de culture. Et j'avais dit à Gérald, écoute, Gérald, sois vigilant. Si tu trouves des trucs par terre, ramasse. Parce que si ça se trouve, ça peut être une réponse à une question ou à quelque chose que j'ai vu en rêve. Donc ramasse les trucs. Et puis le soir du 24 décembre, qui est toujours une soirée, malheureusement, qui reste quand même difficile à vivre, hein, quand on a perdu un proche. Je pense que la plupart des gens ici le savent. L'absence est là, il faut apprivoiser l'absence, c'est difficile, et surtout le soir de Noël. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et donc ce soir-là, Gérald est parti en fin de journée pour rendre service à un voisin. Et puis il marchait sur le trottoir, et puis en bon garçon qu'il est, il voit un petit truc rond. Donc il a couru après le petit truc rond dans lequel il venait de shooter, et puis il me l'a ramené. Il me l'a mis dans la main. Et ce petit truc rond, c'était une perle de culture. Donc, voilà, Circé avait attendu quand même le 24 décembre pour m'offrir ce cadeau de Noël. C'est le plus merveilleux des cadeaux que j'ai pu recevoir jusque-là. Pour Noël, en tout cas. Et puis, il y a l'écriture. Je reçois les messages en écriture inspirée. Alors, ça, comment ça s'est passé? En fait, ce que j'ai commencé à faire dès le début, j'ai commencé à tenir un journal des signes. Parce que je me suis dit, tout ce qui se passe là, tous ces petits trucs qui arrivent sans arrêt, tu vas finir par les oublier. Et puis, si tu les écris aussi, tu pourras toujours y revenir. Et ça te donnera des forces à des moments où tu seras en difficulté. Donc, écris tout ce qui arrive, de la chose la plus anodine à la chose la plus extraordinaire. Et puis, comme on n'en parlait pas trop autour de nous au départ, quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, il faudrait que j'écrive ça, que j'en fasse un récit pour le faire lire à mes proches. Parce qu'ils doivent savoir quand même que ce qu'on vit, c'est extraordinaire. Donc j'ai écrit un petit récit, je l'ai fait lire à mes proches, et puis ils étaient ravis de savoir que Circé était toujours là finalement. Et puis j'ai mis ce récit, je l'ai mis dans un tiroir. Et puis un matin, alors, il faut que je revienne en arrière en fait, c'est que depuis le décès de Circé, je dors avec un petit calepin sur mon oreiller, dans mon lit, parce que je reçois des sortes de messages, on va dire, soit juste avant l'endormissement, soit juste le matin avant de me réveiller. Et alors ce sont des phrases ou des fois des noms propres ou des dates. Donc je note. Et puis après je cherche et je trouve, il y a très très souvent soit une réponse à une question que je m'étais posée, soit une réponse à un état émotionnel. Enfin, il y a toujours quelque chose à trouver dans ce que j'écris là. Donc j'avais toujours ce petit calepin. Et un matin, je me réveille et dessus, j'avais écrit, sans m'en souvenir, « Papa et maman vont perdre leur enfant ». Et en dessous, la phrase suivante, c'est un récit à 2 voix, maman.
Et alors là, je me suis dit, ok, Circé, c'est quoi? Tu veux que je réécrive ce récit, mais tu veux joindre ta voix à la mienne? Tu veux qu'on écrive à toutes les deux? Ok, j'ai dit d'accord, on va essayer. Et alors je me suis mise devant mon ordi et j'ai dit, ok Circé, maintenant, vas-y, dis-moi, parce que moi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Et je ne peux pas dire que j'ai entendu sa voix, c'est que tout d'un coup j'ai su, c'est comme si tout d'un coup j'avais eu la connaissance, c'est comme si j'avais appris de longue date des choses et que tout d'un coup elles ressortaient. Et Circé me disait en fait ce que je devais écrire et comment je devais l'écrire. Et alors on s'est mis à écrire parce que c'est vraiment le cas, quoi. Circé parle de sa vie là-bas, de ce qu'elle vit comme expérience, de son état, de tout ce qu'elle apprend. Et moi, je raconte ma vie ici, c'est-à-dire de tous ces signes qu'on reçoit, de tous ces messages. Et voilà, c'est devenu un récit à deux voix, comme elle le voulait. Et puis, quand ça a été fini, j'ai dit, bon, ok, j'ai rangé le récit dans un tiroir. Et un matin, je me réveille, et là, je vois écrit sur mon calepin, par ma main donc, envoie le récit à Florence Hubert. Et Florence Hubert, que j'avais eu la chance de rencontrer, que j'avais eu la chance de rencontrer lors d'une séance de médiumnité publique et qui m'avait transmis un magnifique message de Circé. Je me suis dit, bon, c'est bon, Florence Hubert, tu l'as vu 2 fois dans ta vie, tu vas lui envoyer un récit, elle a d'autres chats à fouetter. Et j'ai dit, bon, tant pis, je fais, puisque Circé me demande, je fais. Et je lui ai envoyé. Et puis, elle m'a fait un retour, quelques temps après. Elle m'a dit, essayez de le publier, c'est pas mal. Et c'est ce que j'ai fait. Si je raconte tout ça, c'est pas pour faire de la promotion autour d'un livre, c'est pour vous dire que les messages que vous pouvez recevoir en écriture inspirée, ils valent de l'or. Accordez-vous encore une fois la liberté et la confiance de ce que vous pouvez recevoir en écriture inspirée. Je ne parle pas d'écriture automatique, parce que ça, il me semble que c'est un procédé un petit peu particulier. Moi, je ne connais pas, hein, mais il y a des rituels, des protections autour de ça, donc l'écriture automatique, c'est autre chose. Mais l'écriture inspirée, c'est vraiment vous mettre en liberté devant une feuille ou devant un ordi avec un stylo et de laisser aller ce qui vient. Au début, vous allez avoir conscience de ce que vous êtes en train d'écrire, et puis petit à petit, ça va, votre esprit va se libérer, il va partir ailleurs, et vous allez écrire des choses. C'est comme ça que j'ai reçu au début les messages de Circé en écriture inspirée. Et après, quelques années plus tard, c'est devenu beaucoup plus flagrant. C'est-à-dire que désormais, je n'ai plus besoin de me mettre devant mon ordinateur et de dire à Circé, vas-y, inspire-moi. Maintenant, c'est Circé qui m'interpelle quand elle veut. Donc, j'ai toujours un calepin sur moi. Et je peux être en train de faire n'importe quoi, la vaisselle, ou d'être au boulot en train de saisir une facture. Tout d'un coup, j'entends cette voix qui me dit « Maman, écris ». Donc, je laisse en plan ce que je suis en train de faire, je prends mon stylo et j'écris ce qu'elle m'envoie. C'est vraiment un réconfort incroyable de ces messages qu'on peut recevoir en écriture inspirée. Tout d'un coup, vous êtes vraiment en lien avec votre proche décédé de l'autre côté. Vous êtes vraiment en connexion avec lui. Donc, c'est vraiment une histoire de lâcher prise et de confiance, ça. En fait, je pense que notre rapport à la mort dans le monde dans lequel on vit n'est pas celui qui convient. Parce qu'on nous présente la mort, et ça tient au paradigme matérialiste, hein, c'est simple, hein, on nous présente la conscience comme étant une émanation du cerveau. C'est-à-dire, la science nous dit, ok, c'est votre cerveau qui produit votre conscience. Quand votre cerveau cesse de fonctionner, ben, votre conscience, elle disparaît en même temps. Mais en réalité, par exemple, lisez les bouquins de Charbonnier, entre autres, mais pas que lui, vous avez Philippe Guillemin, il y en a plein d'autres, qui vous disent, qui ont un concept un petit peu opposé, qui vous disent, mais en fait, finalement, le cerveau, c'est juste une interface. C'est juste ce qui permet de capter la conscience à un moment donné, mais ce n'est pas ce qui la produit. Et la preuve en est, c'est qu'il y a nombre de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc qui ont été déclarés cliniquement morts pendant un instant, leur cerveau a cessé de fonctionner pendant un instant, et pourtant pendant cet instant-là, ils vivent des choses extraordinaires.
Ils peuvent même se déplacer, aller dans la pièce à côté, voir ce qui s'y passe, et puis revenir ensuite et dire, voilà, moi j'ai vu tel truc lorsque j'étais déclaré mort. Donc ma conscience, elle a quand même continué de fonctionner. Je pense que lorsque l'ensemble de la communauté scientifique aura accepté ne serait-ce que l'idée, la possibilité qu'il puisse exister une après-vie, et que tous se pencheront vraiment sur cette possibilité-là, et d'essayer de l'étudier de manière scientifique, de voir ce qu'on peut creuser là-dedans, il y aura des avancées qui seront vraiment significatives dans la compréhension de ce qu'est la vie, la conscience, l'âme, et ça nous aidera énormément. Et on pourra enfin aborder le thème de la mort comme étant non pas une destination ultime, mais vraiment une simple étape. Alors c'est vrai, découvrir qu'il existe une après-vie, c'est déstabilisant, parce que ça vous force à penser différemment, en fait. Ça vous force à agir différemment, à ne pas considérer que votre individualité, c'est le fondement du monde, mais c'est juste un constituant. Ça vous oblige à considérer l'interaction qui existe entre tous les êtres vivants. On est tous en interaction tout le temps. Ça vous force à agir dans un cadre qui dépasse votre simple existence terrestre. Parce que vous ne pouvez pas dire « après moi le déluge », parce qu'il se peut fort bien que pendant le déluge, vous y serez à nouveau. Donc voilà. Mais savoir qu'il existe une autre dimension, ça nous place aussi sous des vibrations d'universalité. On n'est pas seul, on n'est jamais seul. Ça nous ouvre des larges perspectives d'amour, de compréhension, d'intelligence humaine. Et ça nous donne à la fois une place prépondérante dans notre environnement, mais ça nous donne aussi la sagesse et l'humilité de savoir que notre place n'est pas plus importante que celle d'un autre, en définitive. Ça nous ouvre des portes sur le meilleur de nous-mêmes. Donc, en ce qui me concerne, moi, je crois vraiment en cette autre réalité à travers toutes les expériences que je vis depuis le décès de Circé, les expériences que vivent mes proches ou que vivent des personnes que je ne connais pas et qui m'envoient des messages en me disant « il m'est arrivé ci, il m'est arrivé cela ». Et je joins ma voix à celle du poète Victor Hugo qui disait « si l'âme n'était pas immortelle, la vie serait un guet-apens ». Et oui, mais l'âme, elle est immortelle. Et nous sommes tous immortels. C'est comme ça. Je crois vraiment que la vie a un sens et je crois vraiment que l'après-vie nous prépare à connaître ce sens. Voilà, je vous remercie.